Est-ce qu'un jour j'aurai des abdos? Qu'est-ce que je m'en foutais de prendre du muscle, j'étais déjà épais, je voulais juste voir mes abdos. Et ça me paraissait tellement impossible. En prenant un peu de recul, évidemment, c'est une envie qui est futile, voire stupide, mais qui était capitale pour mon moi de 18 ans. Et la raison, en fait, c'est peut-être qu'elle était pas si stupide et si futile, cette envie. Parce que j'avais zéro connaissance en sport, zéro connaissance en nutrition, mais je ressentais que j'avais besoin de perdre ce poids en trop. Je ressentais que j'avais besoin de ça pour me sentir plus confiant, pour me sentir plus attirant, avoir une meilleure apparence physique, et juste au global être en meilleure santé. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 secondes pour prendre un peu de recul et réfléchir à ce que ça signifie réellement être en meilleure santé? Quand désormais être en meilleure santé, ça veut dire réduire les chances notamment d'être en mauvaise santé, et être en mauvaise santé, ça peut vouloir dire mourir à 50 ans au lieu de 80 ans. Et on peut être en mauvaise santé pour des raisons stupides, et donc mourir à 50 ans au lieu de 80 pour des raisons stupides. Bon, j'ai conscience que j'ai pété l'ambiance, mais pour revenir au sujet, même si j'avais pas de raison claire, pas de fondement précis derrière le fait que je voulais perdre du poids, je savais que ce serait bénéfique pour moi, mais j'avais aucune idée de comment le faire. Comme je le mentionne dans la vidéo précédente qui s'appelle « Accepte d'être nul à chier », d'ailleurs je reviendrai un peu plus tard dessus parce qu'on a été extrêmement surpris de l'accueil qu'elle a reçu avec Axel. En 2020, je me suis mis sérieusement au sport et à prendre soin de mon corps et j'ai perdu ces 20 kilos et je les ai jamais repris. Je dis pas ça pour flexer, mais tout simplement pour mettre un cadre sur la discussion que je suis en train d'amorcer, parce que je pense que c'est pas la même chose d'apprendre à prendre le contrôle sur son corps lorsque l'on a toujours été en surpoids que lorsque l'on a toujours été maigre. Typiquement ça c'est plus le profil d'un Axel, et je peux pas parler de comment prendre en masse musculaire aussi bien de quelqu'un qui a toujours galéré à prendre en masse musculaire. A l'inverse, je parle de perte de poids parce que ça a été mon problème le plus évident entre mes globalement 10 et 20 ans et que c'est ce que je connais. Bon, c'est un principe assez logique que je vais illustrer avec ma propre expérience. En ce moment, j'apprends l'analyse de données seul en autodidacte, en parallèle de ma formation en école de commerce. Et j'ai tendance à être beaucoup plus impacté, beaucoup plus inspiré par des personnes qui ont suivi le même parcours, qui se sont formées tout seuls, qui sont passés par le processus de découverte, par les erreurs, par les problèmes qu'apprendre un métier seul implique, plutôt que par des personnes dont ça a été la formation pendant 3 à 5 ans. Foirer ou réussir une sèche. Désolé par avance, mais cette vidéo va plus s'adresser à des personnes qui ont déjà fait des sèches, soit sans succès, soit qui sont en plein dedans et qui potentiellement galéreraient en ce moment même. Ce qui veut pas dire qu'elle est pas intéressante à regarder. Regarde-la. Ce qui veut pas dire qu'il est pas intéressant de la regarder, mais plutôt que cette vidéo va plus résonner chez des personnes qui ont déjà eu ce problème ou qui seraient en plein dedans en ce moment, que chez des personnes qui auraient jamais expérimenté de perdre du poids réellement. En revanche, le but des X prochaines vidéos, ça va être de créer une base de ressources utilisables par n'importe qui voudrait perdre du poids pour lui permettre de devenir sec et de le rester, ce qui est un énorme point, et plus généralement de se lancer sur la voie du développement physique par la porte que moi j'ai empruntée. Donc si tu veux devenir sec et prendre soin de ton corps et ta santé, c'est globalement de ça dont je vais parler dans les prochains mois. Comme je le disais, foirer ou réussir, autrement dit l'échec ou la réussite, la régression ou le progrès, la chute ou l'ascension. Honnêtement, j'ai expérimenté beaucoup de choses et même si au global je sais maintenant me maintenir à une composition corporelle qui soit satisfaisante pour moi, il m'arrive, comme tout le monde, de reprendre un peu de poids et de vouloir le reperdre. Évidemment, il m'est aussi arrivé sur certaines périodes de ne pas y parvenir. Et je vais justement revenir sur ma sèche ratée de début 2023, aux alentours de janvier, et sur ma sèche réussie de fin 2023 que j'ai commencé en octobre et qui est actuellement, je pense, ma meilleure sèche. Pourquoi les mettre en parallèle? Lorsque je me suis posé pour réfléchir sur ces deux expériences et pourquoi j'avais connu un échec et une réussite à 10 mois d'intervalle, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 facteurs communs identifiables que j'ai utilisés dans des manières diamétralement opposées pour obtenir des résultats diamétralement opposés. Facteur numéro 1, la durée, le rythme de la sèche. Si t'es comme moi il y a environ 1 an et que la prise de muscle c'est globalement pas ton problème, il est possible que tu cherches à perdre beaucoup de poids en peu de temps. Et c'est normal, personne n'a envie de se coltiner un déficit calorique sur 15 semaines et notamment avoir de très gros résultats en très peu de temps, c'est très bon pour la motivation. Le problème c'est que si tu ambitionnes de sécher en 3 semaines l'équivalent de ce que tu aurais pu sécher en 6 ou 7 semaines, tu dois brûler autant d'énergie en 3 semaines qu'en 6 ou 7 semaines. Ce qui signifie concrètement par jour créer un déficit calorique qui soit 2 fois plus important. Et crois-moi, entre un déficit calorique de 400 calories et un déficit de 800 voire 1000 calories parfois par jour, il y a une extrême différence sur la durée. Et le facteur numéro 1, le facteur le plus important, le seul facteur potentiellement que tu dois retenir dans cette vidéo pour réussir une sèche, c'est la durée sur laquelle tu es capable de maintenir ton déficit calorique. Autrement dit, la tolérabilité de la sèche. Et même en ayant conscience de ça, manifestement pas assez, j'ai fait cette erreur lors de ma sèche ratée. J'ai privilégié les résultats court terme, immédiats, avec de gros déficits caloriques, et résultat, au bout de 3 semaines, mon corps s'est mis à réclamer de manière de plus en plus agressive les aliments dont il était privé, notamment ceux qui sont extrêmement satisfaisants sur le moment, et j'ai lâché à force de craquage trop répétitif. En revanche, en ayant ça en tête en octobre dernier lorsque je me suis lancé dans cette sèche de fin d'année, j'ai réfléchi aux modalités de la sèche et j'ai délibérément écrit dans les termes du contrat « Je ne me fixe pas de durée. Si j'ai atteint les résultats que je souhaite pour les fêtes, je m'arrête, sinon je repars en janvier, et je ne me fixe pas de durée. »
Lorsque tu te fixes aucune deadline, tu commences concrètement à prioriser le système au résultat. Parce que si tu dois répéter quelque chose indéfiniment, il faut forcément trouver une manière de le rendre faisable indéfiniment. Facteur numéro 2, le contrôle de la progression. J'ai fait l'erreur de chercher à réaliser un timelapse en prenant une photo par jour pour réaliser une vidéo stylée de mon évolution sur cette sèche. Au final, c'était une idée de merde. Dans le contexte en question, peut-être qu'avec une perspective différente ça l'aurait pas été, mais là dans mon cas précis c'était une idée de merde. De merde oui, mais pas forcément sans fondement. L'idée c'était de coupler deux habitudes nouvelles au sein de ma routine matinale pour cumuler leurs bénéfices. La première habitude, la douche froide que j'expérimentais pour la première fois à ce moment-là, et la deuxième de, beaucoup plus simple, prendre une photo sous le même angle, même lumière, même heure chaque jour. Au final, il y en a une qui a tenu et c'est assez étrangement celle qui était la plus simple à réaliser qui a contribué à casser ma sèche. Étrangement pas tant que ça en réalité puisque lorsqu'on considère les sources de motivation respectives des deux habitudes entre la douche froide et prendre cette photo, c'est celle qui avait au final le plus de sens et le plus de profondeur qui l'a emporté. Suivre ces résultats c'est vraiment très important. On a un besoin fondamental de croître, de se développer, de s'améliorer et on peut constater la progression lorsque l'on compare le point de départ avec la situation actuelle. Si le point de départ, la situation actuelle et l'objectif sont alignés, c'est que tu vas dans la bonne direction. Donc tu continues, tu fonces. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut corriger sa direction pour éviter de passer à côté de l'objectif. Mais dans les deux cas, tu peux faire un choix, à savoir continuer ou recalibrer parce que tu sais où tu te situes. Tu peux te situer grâce à la progression que tu suis. Et plus simplement, constater des résultats nourrit ta motivation et te permet de réagir si justement tu n'en constates pas pour t'assurer d'en avoir dans le futur. Pourtant, dans presque toutes les situations, il y a besoin d'équilibre, il y a besoin de nuances. Et à l'inverse, l'humain raffole de polarisation. Il n'y a qu'à passer 15 minutes sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Mais la réalité, c'est qu'on adore les réponses binaires. On adore les choix vrais ou faux, on adore ce qui est blanc ou noir. Il nous est très difficile de mettre de la nuance sur des notions. Tout simplement parce qu'on a besoin d'ordre, on déteste l'incertitude, et il est beaucoup plus facile de se figurer deux situations extrêmes plutôt que les infinies nuances qui constituent les strates de la réalité. C'était une légère digression, mais si suivre sa progression est réellement capital, il y a certaines situations où ça peut devenir contre-productif. Évidemment, c'est cool d'avoir une vidéo où on se voit fondre à vue d'œil, c'est quelque chose qu'on peut garder toute une vie, mais en réalité, si j'avais fait cette vidéo et que j'avais mis pause, et que j'avais comparé une image après l'autre, je me serais rendu compte que entre une image et la suivante, il n'y a aucune différence. Parce que la réalité, c'est que ton corps ne change pas d'un jour sur l'autre, et le fait de le contempler tous les jours en essayant de traquer des résultats de manière trop intensive ne va pas changer cette réalité. De qui on reçoit des compliments lorsque l'on devient sec alors que l'on était un peu en surpoids ou alors qu'on devient musclé lorsque l'on était assez maigre? Eh bien des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est pas forcément les personnes qui sont les plus proches de nous ou qu'on voit tous les jours comme nos parents qui nous font ce genre de compliments. Tout simplement parce que les personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps n'ont que deux points de comparaison. Un point A de départ et un point B d'arrivée. Et la distance entre ce point A et point B est tellement énorme que ça provoque chez ceux qui l'observent une réaction d'extrême surprise. Dans mon cas, en prenant une photo tous les jours, je me donnais la possibilité de comparer beaucoup trop de points de données entre eux, beaucoup trop rapprochés. Au final, j'étais obnubilé par le résultat court terme immédiat et je lui ai cédé très gratuitement ma motivation. A l'inverse, lors de ma dernière sèche, dans les termes du contrat que j'ai énoncé auparavant, j'ai aussi écrit les checkpoints. Dans l'idéal, il y en aurait 3. Début, milieu, fin. Dans la réalité, il y en a eu 4, étant donné que j'ai eu besoin d'un reboost de motivation au bout de la 5e semaine. J'ai donc pu constater des résultats significatifs entre le début, le checkpoint et la fin, qui m'auraient permis dans le cas d'une non-progression de recalibrer pour potentiellement avoir des résultats lors du prochain checkpoint. Au final, j'ai vu une grosse différence entre les chiffres qui sont passés de 82 kg à 78 à 74, c'est d'ailleurs une progression linéaire, ce qui est évidemment hyper encourageant. Et en plus des résultats visuels que je voyais de manière forcément un peu plus fréquente. Au final, en suivant ma progression régulièrement mais pas constamment, j'ai laissé sa chance à mon système, j'ai réduit l'espace mental alloué aux résultats, j'ai récolté les fruits lorsqu'ils étaient assez mûrs pour être savourés. Oui, tout n'est que manger. Facteur numéro 3, le sommeil, la routine nocturne. Je suis désolé d'avance pour l'illustration que je vais utiliser, ça va donner un caractère extrêmement sérieux directement à la vidéo. Mais pour obtenir des informations des détenus et notamment à la suite des attentats du 11 septembre, la CIA a commencé à employer un programme maintenant illégal faisant usage de la violence, de l'isolation et de la privation de sommeil. On parle de torture là. Comme on peut s'y attendre, il y a un fondement extrêmement profond derrière ces méthodes. Lorsque l'on manque de sommeil, notre volonté a tendance à devenir plus fragile. Elle s'effrite, elle tangue. Résister devient plus difficile, notre perspective se réduit et c'est quelque chose d'immuable, de biologique, puisque le sommeil est à la base de nombreuses de nos fonctions physiques et cérébrales. Le sommeil, c'est le dernier facteur qui a fait voler ma sèche en éclats. Ce que je vais raconter va peut-être pas s'appliquer à tout le monde, mais si on se ressemble, t'as peut-être observé chez toi une tendance à t'orienter vers des aliments satisfaisantes le soir après manger, ou en tout cas pas forcément loin de l'heure de l'endormissement. Pour être honnête, j'en connais pas les raisons, mais ce que je sais, c'est que le soir, je suis plus fatigué, j'ai moins de volonté,
Et il est beaucoup plus difficile de résister à la perspective d'un bon animé avec de la bonne nourriture bien satisfaisante. Et c'est comme ça que commençaient la plupart de mes craquages, et outre la baisse de motivation et potentielle momentanée baisse d'estime de soi qui arrive à la suite d'un craquage, il y a une autre implication qui est perverse, à savoir, pour nous permettre de nous endormir, le corps humain a besoin de baisser sa température de 1 à 3 degrés. A l'inverse, en raison de la thermogénèse, le fait de manger, c'est un processus qui va permettre à notre corps de se réchauffer, d'augmenter sa température. Ce qui signifie que manger proche de l'heure de dormir, ça peut considérablement compliquer l'endormissement. Attention, on parle pas d'un repas normal à 2 ou 3 heures de l'endormissement, mais vraiment d'un gros volume alimentaire ingéré en peu de temps et très proche de cette heure d'endormissement. Il y a un cycle vicieux qui peut alors se mettre en place puisque le lendemain on est plus fatigué et lorsque des baisses de motivation se font ressentir, on a moins de ressources pour continuer à avancer. Maintenant, si on revient à ma sèche précédente, j'avais beaucoup plus conscience de ça, je m'étais beaucoup plus renseigné sur le domaine du sommeil et c'est un domaine qui me passionne. Objectivement, j'ai pas énormément de connaissances évidemment à l'échelle d'un scientifique sur ce sujet, mais je vous mets quand même en description un podcast d'Andrew Huberman avec Matt Walker, l'auteur du livre Why We Sleep, qui est tout simplement fascinant. Donc j'avais plus conscience de ça et j'avais en plus besoin d'être frais et opérationnel le lendemain pour arriver à concilier bons résultats scolaires, ma montée en compétences en parallèle de mes études sur le domaine de l'analyse de données, mon projet avec Axel et évidemment l'entraînement. Et la solution que j'ai trouvée pour mettre toutes les chances de mon côté niveau sommeil, ça a été de mettre en place une très simple routine nocturne. Elle était composée de 3 piliers très basiques: une heure de coucher fixe, dans mon cas 23h, une heure de lever fixe, dans mon cas 7h puis 6h30, et mon téléphone hors de portée pour me forcer à me lever le matin. Donc les implications du sommeil sont extrêmement nombreuses et elles sont immenses, mais si on rétrécit la perspective pour vraiment zoomer sur la sèche et sur la perte de poids, concrètement, prendre soin de mon sommeil, ça m'a permis d'entretenir un bon niveau d'énergie et une bonne volonté prête à être employée si besoin, et de court-circuiter, en bonus, les potentielles envies de craquage. Le principe est le suivant: si tu as des actions qui sont mises en place proches de l'heure du coucher, tu limites les possibilités de faire autre chose avant de dormir. Et cette autre chose, ça peut très bien être aller dans le frigo ou aller dans le placard et se faire un énorme craquage. En créant une routine nocturne, tu satures ton moment de faiblesse de comportement positif, tu laisses moins de place dans ta journée et dans ta tête aux envies passagères. Conclusion. La synergie, les implications exponentielles. J'ai conscience que la vidéo commence à être longue, donc je vais aller vite, mais ces 3 facteurs s'influencent mutuellement et se renforcent de manière exponentielle. La raison majeure de mon échec en janvier et de ma réussite à 10 mois d'intervalle en fin d'année 2023, c'est justement la relation entre ces facteurs. Évidemment, en théorie, indépendamment, ils sont tous très importants, mais dans la réalité des faits, ils ne marchent pas indépendamment, ils marchent en cohésion. Les actionner vers le bas provoquent forcément des résultats importants vers le bas, mais les utiliser comme des leviers à l'inverse permet d'engendrer de très bonnes dynamiques vers le haut. Si on fait une synthèse de la manière concrète dont a fonctionné cette synergie pour moi dans ma dernière sèche, en m'engageant dans une sèche sans deadline, j'ai priorisé la tolérabilité du déficit calorique. En étant facilement tolérable, cette sèche m'a permis de ne pas attendre de résultats immédiats. En observant des résultats encourageants dus au temps laissé entre les checkpoints, j'ai gagné en motivation, et dans le cas où la motivation venait à baisser, et c'est évidemment ce qu'elle a fait puisque ça arrive dans toutes les sèches, j'avais les ressources grâce à mon sommeil qui était bien entretenu pour éviter les sorties de route. En résumé, si tu as déjà essayé de perdre du poids sans succès ou alors que tu es actuellement dans la difficulté et que tu veux maximiser tes chances de réussite, planifie sur une longue durée, joue le jeu de la patience. Contrôle ton évolution régulièrement mais pas constamment, c'est-à-dire en laissant du temps entre les points de contrôle. Joue le jeu de la patience. Prends soin de ton sommeil, mets en place une routine qui te suivra peut-être pour le restant de tes jours. Joue le jeu de la patience. Toutes ces minutes de vidéo pour un seul mot, patience. Mais s'il y a une chose que je sais et sur laquelle je peux pas me tromper, c'est que la patience finit toujours par payer. Ça peut sembler cliché, c'est réel. On est à la fin, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et sur ce je voulais prendre 1 ou 2 minutes pour remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo précédente qui s'appelle Accepte d'être nul à chier. Tout simplement parce qu'on a été extrêmement surpris avec Axel de l'impact qu'elle a eu, en tout cas de la portée qu'elle a eu, puisqu'elle a été visionnée par presque 1000 personnes au moment où je parle, alors qu'au moment où on la met en ligne, il y a 12 abonnés sur la chaîne, qui sont majoritairement des personnes qu'on connaît nous. Donc on s'attendait absolument pas à avoir autant de retours et autant de retours positifs. On a vu que la vidéo avait parlé à pas mal de monde, et justement je voulais réitérer un peu ce message. Mon objectif au cours des prochains mois, ça va être de constituer une base de ressources qui m'aurait permis à mon moi de 18-19 ans de perdre de la manière la plus efficace et la plus long terme possible le surpoids que j'avais, tout en n'ayant aucune connaissance, ce qui était absolument mon cas justement à 18 et 19 ans. Et j'aborderai aussi les 2 autres thématiques sur lesquelles je suis fier d'avoir progressé, à savoir les études, la montée en compétences et le domaine professionnel par extension, et notamment la question de trouver sa voie,
et encore les relations sociales, la timidité, ce dont j'ai parlé justement dans la vidéo précédente. Il est aussi possible que dans cette vidéo ou dans la vidéo précédente et potentiellement dans les vidéos prochaines, mes propos, mes réflexions, mes pensées et les fondements de mes réflexions soient pas forcément clairs et clairement transmis à l'oral. En revanche, pour expliquer simplement la profondeur que je vois derrière la perte de poids et par extension le développement physique, c'est que le surpoids a été mon problème le plus évident pendant une bonne partie de ma vie et que le résoudre a engendré une immense quantité d'événements, d'habitudes, de comportements qui m'ont mené à radicalement, je pense, changer la trajectoire de ma vie. Comme j'ai dit plus tôt, on a besoin de s'améliorer, on a besoin de se développer, de devenir meilleur, et en prenant un peu de recul, j'ai l'impression que ce besoin était très profondément enfoui en moi avant de commencer à m'intéresser au sport et à la nutrition sérieusement. Et c'est justement ça, le fondement derrière la perte de poids, qui peut paraître extrêmement superficielle en apparence. C'est justement une porte d'entrée vers le développement physique, c'est une porte d'entrée, c'est évidemment pas du tout la seule. C'est pour ça que je vais pas insister pour que tout le monde perde du poids, c'est logique. Mais si jamais c'est ton problème le plus évident, je pense que tu dois le résoudre. Et c'est en me lançant dans le développement physique que j'ai réveillé ce besoin de me développer sur tous les autres aspects de ma vie, notamment les études, les relations et encore plus loin au niveau physique. J'ai dit ce que j'avais à dire et je te souhaite une très bonne journée.